Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue pour ce dernier webinaire de la saison. On va faire un tour d'horizon des résultats du premier semestre. On va faire donc un tour des nouveautés, de ce qu'on a fait au cours du premier semestre. On a lancé une stratégie, chose qui ne nous est pas arrivée depuis au moins 2 ans et je voudrais vous expliquer, pourquoi et sa façon dont elle va être gérée. Avant cela, je voudrais vous rappeler un petit peu ce qu'est une stratégie, à quoi ça sert. Alors, aujourd'hui, on gère plus de 25 stratégies. On va parler, par exemple, aujourd'hui, donc de la stratégie que nous avons lancée, Fractal. On va parler d'une stratégie qui s'appelle Rise. Alors elle est pas le nom est nouveau, mais elle est pas tout à fait nouvelle parce que c'est une forme de mise à jour de la stratégie qui s'appelle, Have Guts. Je vais vous parler d'une stratégie qui s'appelle Levier, Volatilité et FlexQuant. Et ces stratégies et toutes les autres sont gérées selon des approches parfois différentes, parfois discrétionnaires, parfois quantitatives, parfois avec un prisme extrêmement précis, comme par exemple, on en a une sur les small et mid cap, une autre sur une gestion offensive, uniquement action. On a des gestions à faible taux de rotation, d'autres à taux de rotation plus élevé. Et ça, vous avez une information qui est extrêmement détaillée sur ces stratégies. Vous avez autant d'informations, peut-être même plus d'informations que si vous regardiez un EPCVM. Mais ce ne sont que des stratégies. Et en fait, le fait d'être des stratégies et pas des fonds est un immense avantage, surtout pour vous, parce que ça vous permet de comprendre ce sur quoi vous allez être investi en tant que futur client, si vous êtes futur client, avant de signer, avant de savoir où vous mettez les pieds. Et donc ça, c'est une aide qui est vraiment unique. Je pense que vous ne trouvez pas ailleurs en gestion privée ce genre de service, de pouvoir avoir tout ce niveau de détail sur les stratégies. Et puis ça vous permet aussi de mixer les stratégies. Les stratégies évidemment que je vais vous aider à choisir. On va essayer de choisir comme étant, les plus complémentaires possibles. Et ces stratégies, elles peuvent être mises en œuvre dans de l'assurance vie luxembourgeoise, dans du compte titre. Vous êtes informé de chaque mouvement. On travaille en toute transparence et pour 2 stratégies d'entre elles, si c'est plus facile pour vous, vous pouvez souscrire un produit financier qui est en l'occurrence, un certificat. Donc voilà l'intérêt de toutes ces stratégies. Je pense qu'à chaque webinaire, il sera bon de le rappeler et peut-être de répondre à vos questions. Donc la présentation va se décomposer en 3 parties. Je vais vous parler donc de la nouvelle stratégie fractale, de l'évolution de la et des résultats de nos 2 certificats. Alors, je tiens à rassurer pour ceux qui viennent essayer de glaner, quelques analyses, quelques avis de marché, quelques idées d'investissement, vous pouvez rester, même si ça n'apparaît pas au programme, parce que en regardant chacune des stratégies, vous allez comprendre un certain nombre de positionnements et d'idées d'investissement. Donc, le lancement de cette stratégie que j'ai appelée fractale, il vient de 2 constats extrêmement puissants. Il y en a un qui est conjoncturel et qui est lié à la concentration de la hausse du marché. Et ça crée des excès. Des excès qu'avec cette stratégie, on va chercher à exploiter. La deuxième raison, c'est que vous vous souvenez, j'ai fait un webinaire, sur le sujet, sur cet indicateur de dimension fractale qui fonctionne, vous le voyez sur ce graphique-là, j'ai pris l'exemple de l'argent, silver, et du calcul de dimension fractale, en vert. Et en fait, la dimension fractale mesure la complexité d'un mouvement. La dimension fractale est élevée, on a un mouvement complexe. La dimension fractale est basse, on a un mouvement simple. Et c'était l'idée de ces indicateurs comme aide à la gestion. Évidemment, je me suis appuyé sur de nombreux travaux, dont ceux de Mandelbrot, mais beaucoup d'autres également. C'est de dire, quand on applique les fractales au marché financier, que à la fin d'un mouvement, souvent, c'est pas systématique,
et c'est pas grave si c'est pas systématique, pourvu que le signal soit de qualité, on a un mouvement simple. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a que des acheteurs. C'est la bataille entre les acheteurs et les vendeurs, sont dans un mouvement haussier largement gagné par les acheteurs, dans un mouvement baissier largement gagné par les vendeurs. Et quand la bataille est trop déséquilibrée, c'est souvent la fin d'un mouvement qu'on va chercher à exploiter à travers cette stratégie. Et, et quand j'ai réfléchi à ça il y a maintenant plus d'un an, que j'ai monté l'indicateur, alors c'est un indicateur, alors pour la petite histoire, on rentre un indice, un ETF, on a l'indicateur. J'ai fait développer un outil qui permet de screener 3000 ETF et d'avoir, alors c'est pas dans l'instant, on va dire au bout de 1 minute, ça va, c'est raisonnable, de savoir quelles sont les dimensions fractales qui donnent un signal qu'on va chercher à exploiter. Et je ne pensais pas, très honnêtement, quand j'ai construit cet indicateur, qu'il donnerait des signaux aussi fiables. Ce sont des signaux fiables et il a été paramétré pour donner des signaux de long terme. Et c'est évidemment, moi, en tant que gestionnaire de long terme, c'est ce qui m'intéresse. Je vous ai mis l'exemple de l'argent, parce que d'abord, c'est un exemple qu'on a exploité. C'est un exemple qui est vraiment très pertinent. Vous voyez ici, ce qui m'intéresse, c'est les petits triangles. J'espère que vous les voyez. Les petits triangles gris, il y en a un ici, il y en a un là, il y en a deux ici. Donc vous voyez que ce sont des indicateurs qui s'allument rarement. Et moi, comme je cherche des tendances longues, ça m'intéresse. L'indicateur s'allume, je vous répète, c'est pas pour dire ça va monter, ça va baisser, mais c'est pour alerter d'un possible changement de tendance. Et donc là, on peut dire vraiment que ça a bien fonctionné, puisque là, vous voyez une tendance haussière, il se déclenche ici. Alors, je n'ai pas tiré de trait, mais vous tombez à peu près sur le pic ici. Ici, vous tombez sur le creux ici. Et là, vous êtes sur vous êtes sur le pic ici. Donc ça a particulièrement bien marché. Alors, ça ne marche pas systématiquement. Ça veut dire que tous les, tous les retournements ne sont pas indiqués, mais lorsqu'ils l'indiquent, le taux de réussite est élevé. Donc là, en l'occurrence, pour l'argent, c'est 100. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, c'est 100. Et donc, à partir de cet indicateur, j'ai voulu construire une stratégie qui va chercher ces retournements haussiers ou baissiers. Quand c'est baissier, ben, on va utiliser des ETF bear. Quand c'est haussier, on va utiliser des ETF longs, sachant que bah, tout ça, ça va faire une gestion 0 à 100 actions matières premières. Évidemment, notre terrain de jeu favori, ça va être les actions et les matières premières. On ne s'interdit pas les devises ou éventuellement les taux, mais les excès comme ça sont moins fréquents sur les taux. Et donc, c'est particulièrement adapté aujourd'hui où le marché ne voit qu'une thématique avec ses excès. Alors, on n'a pas voulu m'en tenir simplement à dire on va faire screener l'ensemble des 3000 ETF et en faire des fractales. Évidemment, à chaque signal, on va je vais analyser si le signal a fonctionné dans le passé sur ce TF-là, sur cette thématique-là. Je vais chercher à confirmer avec d'autres indicateurs, j'ai l'habitude de présenter avec vous, la, la pertinence du signal fractal et remettre tout ça dans un contexte macroéconomique et dans un contexte également de psychologie d'investisseur. En général, je pense qu'on trouvera systématiquement des investisseurs très investis dans les phases de hausse et sous-investis dans les phases de baisse. Et pour ça, bah, on pourrait regarder vous-même, c'est public, c'est l'évolution des actifs sous l'ETF concerné. C'est pas un mauvais indicateur. Et donc tout ça, ça va construire un portefeuille qui devrait avoir un comportement qui soit différent d'un simple long only, certes, puisqu'il y aura des ETF bear, mais également parce qu'on va chercher des thématiques oubliées qui intéressent plus le marché et donc qui peuvent avoir, on l'espère, des comportements qui soient un peu à l'écart du marché. Cette stratégie a été lancée, vous voyez, j'ai pas attendu longtemps pour, pour vous tenir informé. Elle a été lancée le 22 juin. C'est extrêmement récent. J'ai pas voulu faire de backtesting et voilà sa composition actuelle. D'abord, il n'y a pas beaucoup
de signaux. Les signaux sont rares et donc il y a peu d'ETF qui ont été validés pour entrer dans la composition. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a encore quasiment 40% qui ne sont pas investis. On a un ETF bear qui est ici et qui est peut-être le signal le plus fort de l'indicateur. C'est qu'aujourd'hui, la thématique semi-conducteur dont tout le monde parle, ben, l'indicateur se lâchait et on trouve que le moment est bien choisi pour le shorter. Et donc, on a acheté un ETF bear. C'est évidemment extrêmement osé. Acheter 22% de Chine, c'est également important. Alors, c'est vrai, mais c'est la santé qui a 22%. Et on voit que quand même, c'est plutôt sympathique en 2 ou 3 semaines d'avoir des plus-values comme celle-là. Et ça a très bien fonctionné, vous voyez, sur le short semi-conducteur. Et si j'en crois, le marché coréen a baissé cette nuit, donc on devrait encore avoir une progression. Donc, je ne vais pas détailler chaque ligne, mais donc, ce type de stratégie, bah, on peut le mettre en œuvre. On n'a pas de certificat dessus. On le met en œuvre, soit dans un compte titre, soit dans un contrat d'assurance vie, à travers un fonds d'assurance spécialisé, si ça vous intéresse. Voilà pour Fractal. Ensuite, Have-Guts. C'était quoi Have-Guts? Il venait de deux choses. Il venait de l'expression anglaise have guts. Ça veut dire avoir du cran, avoir du courage. Et puis, le souhait que j'avais, c'était que ça a été lancé en 2020. Je voulais m'investir sur quatre thématiques qui étaient le G pour gold, le O de oil, le T de tech et le S qui était à l'époque les valeurs solaires qu'on a élargies aux renouvelables. Et puis donc, aux 4 quarts qui étaient sur ou sous-pondérés. C'est comme ça, par exemple, que vous avez suivi sans doute une passion pour le métal jaune pendant quasiment 2 ans. Passion qui est largement refroidie depuis longtemps, mais on en a parlé de nombreuses fois. Ces 4 thématiques présentes parce qu'elles étaient relativement décorrélées et me semblaient avoir un potentiel de hausse important. Mais il n'y avait pas tant de sens que cela entre ces 4 thématiques. Et j'ai voulu en fait, non pas bouleverser la thématique qui reste relativement la même, mais chercher à donner du sens. Donc à ce moment-là, on était sur 4 thématiques avec la possibilité de surpondérer ou sous-pondérer chacune. Et aujourd'hui, j'ai cherché à donner ce sens de on a effectivement un cœur de portefeuille autour de l'innovation. C'est assez large, l'innovation, la recherche, les nouvelles technologies. Mais on va chercher également ce qui alimente, donc autour de l'énergie et des ressources, ce qui alimente ces nouvelles technologies. Sans ressources, il n'y a pas de nouvelles technologies. Et au sein de ces nouvelles technologies, je veux avoir une poche de soutenabilité. Et donc, il y a une lecture plus fondamentale qui va de l'énergie et ses ressources vers le progrès. Ça reste une gestion bouleversée, la structure de la stratégie à cette occasion-là. On a juste donné du sens à quelque chose qui était un peu plus bancal. La gestion elle reste relativement contrariante, évidemment, elle reste en ETF, et donc il n'y a aucune rupture stratégique. Et si on regarde sa composition et ses performances, après une année 2025 en hausse de 45%, 2026 est encore très bien orienté, malgré l'absence de semi-conducteurs américains. Alors, ce qu'on a pu faire quand même, c'est des semi-conducteurs chinois qui se sont aussi très bien comportés, puisque ça a progressé de 95% depuis le début de l'année. Donc, alors, je ne sais pas si vous reconnaissez les ETF, j'ai mis les codes. Si vous voulez que je détaille, vous me poserez la question, je répondrai dans la partie réponse. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est plus libre des pondérations, cette poche innovation qui fait plus de la moitié du portefeuille et une partie ressources qui est importante, avec, vous voyez, encore un peu de GDX, qui sont des mines d'or, mais vraiment extrêmement limitées comme pondération. Alors, vous voyez, on a... Alors, attention, c'est depuis le lancement, on est en hausse de juillet 2020. C'est pas 275
c'est 175 ou plutôt 180 de hausse puisqu'on est en base 100. Quasiment toutes les années positives, même 2022. Ça, il faut quand même le noter. Mais des mouvements qui paraissent un peu des faux plats. Alors, il faut se méfier de ces faux plats parce qu'on est quand même sur une échelle de 100 à 300 et que ce n'est pas une échelle logarithmique. Donc, ça tend à plutôt tasser cette première partie de hausse. J'ai toujours, alors attention, pardon, j'en profite, SRI de 6, ça veut dire une volatilité quand même qui est supérieure à celle d'un grand indice, je sais pas, comme l'Eurostoxx 50 par exemple, hein, où là on serait plutôt à 5. J'ai une préoccupation quand je crée ou quand je gère une stratégie, c'est qu'elle puisse constituer, allez, on va dire dans 95 des cas, un ensemble diversifié. Je veux que vous puissiez investir là-dessus sans vous dire que vous prenez un risque déraisonnable. Donc même si, et c'est pas facile d'être en même temps diversifié et d'avoir une approche cohérente, une stratégie cohérente. Donc, à vérifier, bon ça fait partie des tableaux qu'on suit régulièrement, c'est la matrice de corrélation entre tous les composants du fonds. Et donc vous voyez que, alors plus c'est vert foncé, plus c'est corrélé. Donc oui, les mines d'or sont relativement corrélées aux mines de cuivre. Mais vous avez toute cette poche orange avec une corrélation très, très faible. Et donc ça, c'est un élément assurant. Ça vient de la variété des secteurs, ça vient aussi, de la variété géographique, hein, puisque là, là-dessus, on est en Chine. Et ici, vous avez IGV qui est, le software qui a été massacré et je crois qu'aujourd'hui, on est en plus-value. Donc voilà, Avgots devient Rise. Ça, vous pouvez le mettre en œuvre si vous vous abonnez. Vous recevez toutes les opérations de la stratégie. Ensuite, donc, je peux le mettre en œuvre pour vous dans un assurance vie luxembourgeoise et en compte titre. Allons faire un tour du côté de nos certificats. Je vous rappelle que nous avons 2 certificats basés sur 2 de nos stratégies qui sont FlexCount diversifié et volatilité. Alors, volatilité, c'est une stratégie qu'on ne pourrait pas mettre en œuvre ailleurs qu'encapsulée dans un certificat. Regardons comment elle fonctionne. FlexCount diversifié d'abord, il vient d'une préoccupation. L'expérience que j'ai de la gestion privée m'a appris une chose qui vient un peu à contresens de discours ambiant. Le discours ambiant, c'est acheter un S&P 500 et dormir dessus. Un client privé, mes clients privés, sont des clients qui ont gagné un peu, voire beaucoup d'argent dans leur vie, souvent par le travail, parfois en vendant des sociétés, qui ont déjà pris leurs risques et qui veulent un risque limité. Et donc, ils sont extrêmement sensibles au comportement de leur portefeuille en cas de baisse des marchés. Évidemment, s'ils sont sensibles en cas de baisse des marchés, c'est qu'ils sont prêts aussi à accepter de ne pas prendre toute la hausse. Donc, j'ai dit, je veux construire une stratégie qui aille chercher les indicateurs qui ont été par le passé les plus pertinents pour annoncer une baisse des marchés. Dès qu'il passe au fractal arty, évidemment, je l'ai rajouté. Dès qu'il passe au orange, on enlève entre 5, 10, 15, voire 20% de poches actions. Il y a 2 poches. Je n'ai pas voulu, dans cette stratégie, faire de choix géographiques, thématiques. Ce n'est pas la question dans cette stratégie-là. On a une poche risk-on avec 5 ETF actions et un ETF métaux industriels, cyclique. Et on a une poche risk-off composée d'obligations. Alors, j'hésite parce qu'en fait, elle a évolué. C'était des obligations et il y a 1 an et demi ou 2 ans, j'ai dit: «On va faire du court terme». On était sur du 7-10 ans. J'ai positionné en 1-3 ans et bien m'en a pris. D'ailleurs, la poche risk-on, mais j'en parlerai juste après, a également évolué et ça, c'est pas vieux, ça a à peu près 2 ou 3 semaines. Donc, en fonction d'un modèle quantitatif que j'ai développé, on va pondérer risk-on et risk-off de manière différente entre 0 et 100. Vous voyez, alors le certificat avait été lancé en 2021, mais j'ai dû changer
de structureur, donc on est reparti à zéro. Et là, celui-là est lancé depuis avril 2023. Vous voyez sa performance. Voilà, depuis le lancement, on est à 26, on est à plus 11 depuis le début de l'année. C'est une volatilité quand même très limitée. Là, on est plus sur Rise. Et ça me donne vraiment, je me dis, ça a été conçu d'une certaine manière et ça fonctionne vraiment comme je l'attends. Pourquoi avoir fait du quantitatif? Parce que lorsqu'on fait pas de quantitatif et qu'on veut faire du flexible, on n'est jamais à zéro, on n'est jamais à 100. On est au centre à 50, on s'autorise à aller, quand on est surpondéré, d'aller à 60. À 70-75, on a des sueurs froides et on va jamais au-delà. Et donc ce modèle-là, vous voyez, a été conçu pour éviter les grandes crises et donc là, évidemment, le modèle a été backtesté et il a été construit pour éviter la crise de 2000 où il n'était pas investi. Là, on a la pondération de risk-on et ça a remarché en 2008. Donc ça, c'est parfait. Donc vous voyez qu'il y a des périodes à zéro, il y a des périodes à 100 et aujourd'hui, ça aussi, c'est un signal qui est important, il est très investi. Alors j'avoue que je garde une petite main sur le modèle. Je lui tords pas le cou, mais parfois, pour éviter, alors pardon, c'est un modèle qui tourne tous les mois, mais pour éviter, des mouvements que je juge un peu limités ou dont le timing est pas très bon, je bouge pas. Et là, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que le modèle en juin est passé à 95. Moi, j'étais resté à 80 ici, donc on est resté à peu près à 80 et vous voyez les 2 poches, Risk-On, vous voyez Eurostoxx 50, Japan, c'est vraiment les grands indices. La modification que j'ai apportée il y a pas longtemps, c'est de dire, ici, on avait un ETF Emerging Market, tout ce qu'il y a de plus classique, évidemment qui marchait du feu de Dieu. J'ai vu la pondération qui était de plus en plus concentrée sur la Corée et sur les semis. J'ai dit: «Non, c'est pas ce que je veux, c'est pas le but de cette stratégie». Donc on est passé à un ETF dividende qui est beaucoup, beaucoup plus diversifié. Même remarque sur le Nasdaq, on était sur un Nasdaq 100 classique, trop concentré, j'ai pris un equal weight. Voilà les petites modifications que j'ai apportées à la gestion, récemment. Voilà pour volatilité, pardon, pour FlexCorp diversifié. Passons à volatilité. Volatilité, j'en ai régulièrement parlé, donc vous vous souvenez ce que c'est. C'est de chercher à performer sur du portage de volatilité. Portage de volatilité, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet d'exploiter la forme de la courbe à terme de volatilité. Mais c'est pas une marotte, c'est pas l'alpha et l'oméga de la gestion. Parfois, ça marche pas. Donc, plutôt que de chercher tout le temps à capter cette prime sur la volatilité qui parfois peut s'effondrer et nous faire encaisser de fortes moins-values et de devenir non pas une prime mais une décote, on a mis en place un modèle qui passe d'un mode risk-on à un mode risk-off. Alors, autant FlexCant, il y a une gradation entre risk-on et risk-off, autant là, non. C'est 0 ou 100. C'est pas autre chose. Voilà, c'est très simple. Et donc, on a cet indicateur qui nous dit si on doit être risk-on, si on doit être risk-off. Et donc, vous voyez, par exemple, alors là, je ne sais pas si c'est très clair, 2026 commence là. Bon, ben, la guerre a fait monter fortement la volatilité. Donc, on est passé risk-off ici. On a protégé le portefeuille, on a protégé, mais une partie du mal avait déjà été fait. Et puis après, ça aussi, c'est l'intérêt d'avoir un modèle. C'est pas de se dire, je vais me fier à ce que veut dire Trump pour savoir s'il faut réinvestir ou pas. Non, on regarde entre autres la quantification de la courbe de volatilité, le mouvement de la volatilité. Et à partir de la mi-mai, on a pu réinvestir. Voilà. Alors, les performances ont été évidemment, après une année, l'année du lancement a été extraordinaire, puisque je regarde, non, j'ai pas la performance. Mais je pense qu'on était, entre 15 et 17 là, à la fin de l'année, ici. Bon, bah, voilà, on a souffert de, la volatilité du VIX, disons ça, et de sa remontée. Là, vous voyez, on est en mode risk off.
on repart risk on et donc ça veut dire aussi que le modèle fonctionne bien, hein, puisqu'on on est réexposé. La performance depuis le début de l'année, bah, elle est négative. Est-ce que c'est inquiétant? Pas du tout. C'est pas de la performance absolue. Je vous ai mis la performance depuis le lancement, on vient de fêter les 1 an, du certificat, mais c'est une stratégie qui existe depuis beaucoup, beaucoup plus longtemps, qui a une performance annualisée autour de, on doit être aujourd'hui entre, peut-être 16 et 17. Donc voilà, donc on n'est pas du tout inquiet et on trouve que c'est au contraire un excellent moment pour, s'intéresser à cette stratégie. Disponible, là encore, dans l'assurance vie luxembourgeoise. Consultez-nous parce que selon les compagnies, on n'a pas le même niveau d'accès. Donc, regardez avec nous, si votre la compagnie, accepte. Voilà ce que je voulais vous dire sur les 2 certificats. Je voulais finir en parlant d'une dernière stratégie. Alors, volatilité a été pendant longtemps la stratégie la plus performante en performance annualisée. Ce n'est plus le cas depuis environ je dirais 6 mois ou peut-être un peu plus. Non pas que volatilité est déçue, mais c'est surtout qu'il y a une autre, stratégie qui a vraiment, fait des étincelles, mais c'est ce que j'attendais d'elle, c'est levier. Levier, c'est simple. Alors, il y a pas de quantitatif, c'est uniquement discrétionnaire. C'est une exposition entre -200, +200, que ce soit actions, matières premières. Je n'utilise que des ETF à levier, donc du fois -2 au fois +2. Je ne vais pas aller sur des ETF à x3 ou plus parce qu'elle est dans une certaine mesure, je me conforte à la réglementation UCITS qui limite à 2 le levier au sein d'un ETF, même s'il y a des formats ETF aux États-Unis qui font du supérieur. Je préfère me cantonner à 2, puis ça me paraît être trop, joueur d'aller au-delà. Cette stratégie a une performance annualisée de 24. Mmh, je crois que quelque part, il y a la date de départ. Si je ne l'ai pas, je vais me la mettre sur l'autre écran. La performance annualisée depuis mars 2020. Mars 2020. Donc ça fait quand même, plus de 6 ans et on est à 24. Alors, c'est pas 24 tous les ans, d'accord, mais je ne sais pas si j'ai prévu les performances année après année. Et là encore, voilà, si vous vouliez, des messages, voilà la composition, des principales, enfin les principales, positions. On retrouve notre, short semi-conducteur. Voilà la ah bah, voilà l'historique. Depuis l'origine, 295. La performance annualisée, la performance depuis le début de l'année. Vous avez tout ce qu'il faut, mais j'ai bien travaillé, c'est extraordinaire. Depuis 1 an, bon comme vous voyez, on fait du short semi-conducteur, c'est-à-dire quand même que c'est une gestion contrariante, hein, évidemment. Une gestion contrariante, ça veut dire qu'il y a des périodes où, on a des faux plats ou même on a des périodes de baisse. Ça, c'est une période de baisse alors que le marché montait. 2023, -20, je ne sais plus quelle a été la performance du S&P 500 en 2023, mais elle était positive, après -20 en 2022. Donc ça apporte de la décorrélation, ça apporte de la performance. C'est une gestion que vous pouvez positionner en satellite. C'est une gestion, là encore, vous voyez que tout n'est pas vert, donc on essaye quand même, de maintenir de la diversification au sein de la stratégie. La stratégie est elle-même sans doute très diversifiante avec ce que vous pouvez faire, soit par vous-même, soit au niveau d'autres conseillers financiers ou d'autres sociétés de gestion. Et je voulais vous montrer un exemple, évidemment, on utilise aussi les fractales, hein. Fractales, et comme tous les autres indicateurs, diffusent au sein de la plupart des stratégies, donc ça est bien évidemment. Comment on a pu, constituer cette accélération-là? Hop, 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 hop. J'ai appuyé sur un bouton. On se calme, paf, voilà. Alors évidemment, on l'a constitué parce qu'on a été très long sur de l'argent, sur de l'or en 2025. Mais si on avait fait du buy and hold, je peux vous assurer qu'on serait ici. D'accord? Parce que, bon, l'argent a corrigé assez fortement, mais regardez le levier sur l'argent, c'est un massacre. Et donc, je veux mettre l'accent sur un point qui est
la gestion active d'ETF, la gestion active de produits passifs. Et sans cette gestion active, on n'aurait jamais pu en arriver là. Et ça, c'est l'exemple du travail qui effectivement, voilà notre ETF à levier sur l'argent et voilà les ventes ici. Voilà les plus-values qui ont été réalisées. Décidément, j'appuie pas sur le bon bouton, voilà. Et ensuite, à partir du moment où on a soldé nos positions, on s'est positionné sur l'ultra short. Alors ça n'a pas marché tout de suite parce qu'évidemment, quand on a des gestions à levier, bah, il faut aussi un contrôle du risque qui oblige à couper certaines positions et petit à petit, on s'est, alors pardon, j'ai mis que les ventes, il n'y a pas les achats, parce qu'on a coupé, on est retourné et cetera et cetera. Vous avez mais là, vous avez toutes les ventes quand même et pour montrer qu'on a pu créer de la plus-value et c'est grâce à ces plus-values-là que finalement, on a une performance 2026 encore très positive, vous voyez, à 23. Donc j'ai envie de vous dire, vive la gestion active de produits passifs. Mais on a aussi des gestions ou des stratégies à très faible taux de rotation, j'appelle ça une gestion semi-active, qui peuvent aussi intéresser pour ceux qui sont soucieux de ne pas générer trop de commissions de mouvement. Parce que là, des commissions de mouvement, on en a généré, mais ces performances en tiennent compte. Voilà. Une échéance pour l'interface de gestion saisie d'ordre en direct. C'est une bonne question, Pascal. J'espère en septembre. Et ça fait partie des choses que je voulais vous dire dès maintenant. C'est que on avance. La chose qui freine le développement de ce projet, c'est pas des problèmes techniques, c'est pas des problèmes d'interfaçage avec la banque dépositaire qui est un vrai sujet. Le principal frein, c'est moi, parce qu'à chaque fois, je rajoute des idées. Bon, j'ai décidé d'arrêter d'ajouter des idées et de le lancer, puis de rajouter et de faire des versions supplémentaires après. Donc normalement, je dis ça toujours avec beaucoup de prudence, septembre devrait être OK. Parce que en plus, on refait le site. D'ici là, profitez bien du soleil, attention à la chaleur et allez, je vous fais une grosse bise. À bientôt.